En tant que fan, on regarde le sport auto pour se divertir, voir des hommes et des femmes aux limites de machines puissantes et bruyantes et avoir ce frisson de jouer avec le danger de manière permanente. Et c'est sans compter les stratégies et tout le jeu induit par la course elle-même. Bref, on adore ça. Mais beaucoup d'entre vous se trouvent aussi une passion, pas seulement pour les pilotes qu'on admire, mais pour les machines qui font tout ce sport, les voitures. Et on est sur de la technique, de la mécanique, que ce soit dans une usine chirurgicale à Viry-Châtillon ou dans le jardin d'une maison dans le 7-8 tout seul avec une GoPro sur la tête. Bon, il y a un truc mystique qui se passe avec les voitures. Et bien que pour certains mal renseignés aujourd'hui qui trouvent que le sport automobile ne sert à rien à part polluer notre planète, ils se mettent un sacré doigt dans l'œil quand justement c'est ce même sport qui doit et qui va apporter des innovations pour des voitures plus sûres et plus propres demain. Et une des manières les plus connues de contribuer à améliorer l'automobile de demain, c'est en faisant la course sur une épreuve qui fête ce week-end son centenaire, les 24 heures du Mans. Et pour l'occasion, petit top 5 des innovations qu'on a vues sur ces 24 heures du Mans à travers l'histoire, qui montrent que on peut divertir tout en contribuant à la société. Il faut tout d'abord savoir qu'en 1949, absolument tout le monde roulait avec ce qu'on appelle des freins à tambour. Certains avec une commande hydraulique, d'autres non, enfin bon bref. Sans trop rentrer dans le détail, c'est une mâchoire, comme ça là, qui va s'étendre pour venir frotter et freiner une sorte de cage, de couvercle, qu'on appelle tout simplement le tambour, sur lequel on met la roue. D'ailleurs, sur des petites voitures de ville, vos freins arrière sont toujours des freins à tambour. Petit problème, alors ce système dissipe mal la chaleur et on perd en précision, en efficacité de frein assez rapidement. Donc quand tu arrives à 160 en bout de ligne droite, pas ouf le freinage, surtout dans ces années-là où ça tient pas grand-chose. Mais c'est au début des années 50, grâce à une bataille entre Jaguar et Mercedes, qu'on va connaître l'une des révolutions technologiques les plus utilisées de nos jours, les disques de frein. Vous en avez tous sur toutes les voitures de route aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y en a à l'avant. Alors Jaguar va avoir l'idée de collaborer avec Dunlop, fournisseur de pneumatiques, pour développer un nouveau système de freinage pour les 24 heures du Mans. Cela se fait pas en un jour, ça prend toujours un petit peu de temps, faut attendre 1953 pour que Jaguar vienne avec une Type C modifiée avec des freins à disque. Alors le nouveau système de freinage consiste à mettre un disque en acier avec une grosse mâchoire dessus, qui est donc l'étrier de frein que vous connaissez, qui renferme lui des pistons qui vont venir presser des petites plaquettes contre le disque pour freiner la roue sur commande avec la pédale de frein, quoi. Grâce à leur système de freinage à disque, la Jaguar peut freiner beaucoup plus fort tout en restant stable lors du freinage. Ils réduisent donc leur distance de freinage et donc ils gagnent beaucoup de temps autour. Jaguar va signer un doublé et réaliser même un record. C'est la première fois que le cap des 4000 km sera dépassé en 24 heures. En quelques années, les freins à disque seront globalement utilisés par tout le monde, le système se verra amélioré et des années plus tard, c'est Citroën avec sa DS qui utilisera ce système, devenant la première voiture de série à adopter le système de freinage à disque. Alors depuis, on n'a pas trouvé un meilleur système de freinage, on a simplement amélioré et changé la composition du système. On a les freins ventilés et perforés, et on a les fameux freins carbone céramique pour les super et les hypercars qui permettent de fonctionner à de fortes températures, quand on va sur circuit par exemple, mais qui peuvent aussi fonctionner à plus faible vitesse et surtout à basse température, notamment en ville. Parce que typiquement, tu vois, des freins de Formule 1 qui sont donc en carbone-carbone, c'est leur appellation, c'est en fait plusieurs types de carbone. Si tu chauffes pas bien les freins et si tu les chauffes pas aux alentours des 200, 300, 400 degrés, quand tu freines, il se passe rien. Imagine, tu te pointes avec des freins carbone-carbone à Monaco à 50 km/h au casino avec ta belle bagnole, il y a un petit qui passe, t'appuies sur le frein, il se passe rien, boum, le petit C'est quand même con, quoi. Je schématise, mais t'as compris. Bon, pour la petite histoire, le drame du Mans en 1955, les 84 morts dans le public et les 120 blessés sont dus en partie au fait que Mike Hawthorne, alors sur une Jaguar équipée de freins à disque, a fait une sorte de queue de poisson entre guillemets. Il a freiné très fort pour s'arrêter au stand et a surpris un autre pilote qui était derrière lui, qu'il venait de dépasser donc. Ce pilote a tenté d'éviter la Jaguar en se déportant sur la gauche, et en fait au même moment, Pierre Lévesque sur une Mercedes arrivait pleine balle et s'est tout simplement envolé dans le public,
La voiture s'est éclatée en plusieurs morceaux qui, eux aussi, ont volé dans le public. Alors ce drame mettra fin à l'engagement de Mercedes en tant qu'équipe d'usine pendant plus de 30 ans, je crois, il me semble. Presque même 50 si on compte une compétition d'envergure internationale, si je dis pas de bêtises, mais vous me corrigerez. La Suisse, elle, interdira toute compétition automobile sur son territoire jusqu'à très récemment d'ailleurs. On reviendra en vidéo une prochaine fois sur cette histoire tragique, car elle marque aussi une sorte de début de l'avancée de la sécurité pour le sport automobile. Alors, si je vous dis moteur hybride, certains vont évidemment penser au V6 hybride de Formule 1 présent depuis 2014, mais non, la F1 n'a rien inventé, par contre, elle a perfectionné ce type de moteur, effectivement. On va remonter à seulement 1997, oui, c'est le lancement de la première hybride de grande masse, la Toyota Prius, on l'adore, évidemment, voilà. Mais on va parler de Don, pas de Corleone ni de Don Draper, mais de Don Panos. Alors Don Panos, c'est un gars qui est passionné, qui a investi en sport automobile pour financer l'écurie de son fils et construire une voiture, la Panos Espérante GTR 1. Cette voiture a très bien cartonné en IMSA, le championnat américain d'endurance, mais en Europe, elle se faisait un petit peu rentrer par toutes les voitures de la classe GT1, donc les 911 GT1, CLK GTR, GT1, etc. et j'en passe. Sauf que la Panos, elle a rien d'hybride, c'est un bon gros V8 Ford 6 litres de 640 bourrins, un petit peu plus de 900 kg sur la balance, presque 700 Nm de couple, c'est sympatoche, ça fait un bruit bien ricain, bref, ça a son charme, mais le Don, il veut intégrer une nouvelle technologie dans sa voiture, mais il sait pas tout à fait quoi à l'époque, et finalement, ils vont ajouter un moteur électrique qui aide les roues motrices à l'accélération, récupère l'électricité au freinage, permet de moins consommer, donc de faire moins d'arrêts sur une course de 24 heures, et ça fait une grande différence, et ça peut jouer la win. Ah oui, c'est exactement la même manière dont fonctionne un Power Unit aujourd'hui, globalement, avec le KERS, etc., sans le MGUH, sauf que pour l'époque, c'est quand même beaucoup moins violent, évidemment. Bon alors calmez-vous, la GTR 1 Q9, comme on l'appelait, fait P39 pendant la semaine de test au Mans, pratiquement 12 secondes au tour, moins rapide que les panneaux thermiques, et du coup, rien, la voiture ne disputera pas le double tour d'horloge de la Sarthe, parce que la voiture est juste tout simplement trop lourde, plus de 100 kg en plus sur la balance, donc c'est énorme, et tout ce qu'elle gagne avec le moteur électrique, en fait, elle n'arrive même pas à le compenser, tellement le poids est énorme. Alors il existe bien évidemment, conformément à la réglementation de ces années-là, des Panos GTR 1 de route, et Panos transformera aussi sa voiture de course en voiture ouverte après l'abandon de la catégorie GT1 pour continuer à faire rouler cette voiture. Et c'est justement cette Panos Roadster qui a été utilisée pour faire la voiture leader dans le film Michel Vaillant en 2002. Pour ce qui est de l'hybride, ça a roulé un petit peu au Petit Le Mans aux USA, mais pareil, ça n'a rien donné, c'est échec. Bon alors l'hybride s'est répandu doucement mais sûrement dans le monde de l'automobile avant que la F1 arrive d'abord avec le KERS en 2009, puis les V6 hybrides en 2014 du coup, et il aura aussi fallu attendre 2014 pour voir des hybrides au Mans un peu sérieuses. Oui en fait parce que avant ça tout le monde voulait faire du diesel, puisque tous les États poussaient à fond ce type de technologie, comme quoi pas sûr que les États prennent toujours la meilleure décision. Bref. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, pendant les 24 heures du Mans, si vous allez au bout, vous passez par un moment où vous voyez pas grand chose, voire rien, qui s'appelle la nuit. Mais en plus de cela, parce que c'est le Mans, vous avez aussi de la pluie de temps en temps, voire souvent, soyons honnêtes les Manceaux. Et en plus de ça, il y a du brouillard. Alors personne dans les années 20 avait ce qu'il fallait pour voir à travers le fameux phénomène météorologique qu'on appelle donc le brouillard, jusqu'à Pierre Marchal, fabricant de lanternes et projecteurs, ouais, ça sort pas de nulle part, où il réussit à convaincre le constructeur Loren Dietrich d'installer sur ses voitures ce nouveau phare en plein milieu sur la calandre qui donne un look de cyclope un peu pas joli pour la voiture. Ce phare en fait permettra de projeter un faisceau lumineux en dessous de la nappe humide et permettra d'éviter la réfraction de la pluie, et donc grâce à ça, les Loren Dietrich vont faire la différence sur l'épreuve de 1926, donc 3 ans après le début des 24 heures du Mans, car ils seront moins handicapés durant la fin de la nuit et le petit matin avec ce fameux brouillard, et ils vont réaliser le premier triplé d'une marque française aux 24 heures du Mans. Alors bien sûr, le monde de l'automobile va très vite chacun avoir ses petits phares anti-brouillard, etc. En 1933, Alfa Romeo va gagner en mettant 2 feux anti-brouillard juste en dessous des projecteurs principaux. Les mecs feront un triplé, et puis depuis, toutes les voitures de route ont des phares anti-brouillard.
plutôt pratique. Bref, les années passent sans trop de grandes révolutions, on éclaire un petit peu plus fort, un petit peu mieux, un petit peu plus loin, mais rien de foufou. Mais en 2011, enfin, une nouvelle révolution technologique arrive avec l'éclairage LED. Alors Audi débarque avec une R18 TDI avec des feux qui éclairent comme le soleil, hein, avec une faible consommation électrique. C'est moins lourd, c'est moins chiant à placer dans la voiture, donc grâce à ça, tu es un petit peu plus libre de dessiner l'avant de ta voiture. Alors c'est pas grâce à ces feux-là que Audi gagne en 2011, mais ça marque quand même leur 10e victoire sur le double tour d'horloge. Et alors Audi, toujours 3 ans plus tard, donc en 2014, si je dis pas de bêtises, amène les feux laser. Alors c'est pas autant une révolution que le passage au feu LED, mais on n'en est pas loin. C'est encore une belle amélioration qui favorise la sécurité des pilotes. Les feux laser peuvent en fait éclairer jusqu'à 600 mètres maximum, voilà. Soit 2 fois plus que le LED et consomment toujours encore moins, donc 30% de moins que le LED. Incroyable bon ref. Alors autant les phares à LED se sont assez répandus ces derniers temps parce que c'est une technologie qu'on a vraiment commencé à éprouver sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, autant les phares laser sont encore un petit peu timides pour le moment, c'est vraiment réservé à des grosses belles voitures, mais c'est clairement l'avenir de l'automobile, donc c'est pas impossible que dans un avenir proche, tu aies une Twingo avec des phares laser. Bon, aujourd'hui, si vous crevez un pneu, vous avez peu de chances de changer votre roue en moins de 3 secondes, comme en Formule 1. Par contre, en 1923, c'est-à-dire il y a 100 ans, c'était tout l'enjeu de Michelin, de montrer au monde entier que on pouvait démonter le pneu pour le changer, que c'était viable, que c'était avantageux. On n'était pas obligé de forcément remplacer toute la roue, que voilà, on pouvait remettre un pneu sur une jante, machin, ce genre de truc. Bon, alors on va attendre un petit peu plus de 20 ans pour avoir une grande révolution technologique pour les pneus, avec l'arrivée des pneus à structure radiale. Elle n'a pas été inventée par Michelin, mais par un Américain, a priori, dans les années 1900-1915. Pourtant, c'est bien Michelin qui va transformer l'idée en réalité en 1946. Alors, sans rentrer trop dans la technique, on a une carcasse toute en rond, d'où le radial, hein, et on vient mettre dessus plusieurs couches par-dessus pour faire une structure sur laquelle on va faire reposer la bande de roulement, donc la gomme qui va être en contact avec la piste. Alors en fait, ce type de structure va donner un bien meilleur ressenti au pilote, beaucoup plus précis, avec un pneu qui se déforme moins, notamment sur les charges latérales, et va donner plus de stabilité à l'ensemble de la voiture. Alors on va attendre un petit peu, hein, car c'est en 1951 sur une Lancia Aurelia B20 GT que Michelin va mettre des pneus à structure radiale, et la voiture va remporter les 24 heures du Mans dans sa catégorie et fera 12e au général, rien que ça. Alors il faut aussi savoir qu'à cette époque, le monde de la course au Mans ne jurait que par Dunlop. Mais du coup, l'année d'après, forcément, d'autres manufacturiers se sont mis au boulot, etc. Et aujourd'hui, on utilise une structure radiale sur la plupart des voitures de route. Mais c'est pas tout, là on va aller peut-être un petit peu plus loin, et Michelin va apporter une autre révolution qui cette fois-ci ne servira que l'intérêt de la course et du sport automobile, ce qui serait un cauchemar pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, le pneu slick. Si vous avez des pneus slick sur votre voiture, prenez pas la voiture quand il pleut. Ça retient avec les chaussettes, mais regardez. Alors c'est un pneumatique qui est doté d'une bande de roulement totalement lisse, ce qui va garantir une meilleure adhérence sur le sol sec, et pour introduire ce pneu, quoi de mieux que de fournir une voiture française, l'Alpine A210 numéro 46 de l'édition 67 des 24 heures du Mans. Boum, pour la première fois au Mans, une voiture boucle un tour en moins de 4 secondes dans sa catégorie encore une fois, et décroche la victoire en 1600 cm3. Voilà, c'est le premier pneu slick. Alors justement, vous allez forcément vous poser la question, pour vous donner la petite anecdote un peu rapide, c'est seulement en 1971 que la Formule 1 adoptera les pneus slick. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? C'est une bonne question, à laquelle j'ai pas la réponse, peut-être un jour. Sauf si vous l'avez, dans les commentaires, n'hésitez pas. Cette année, Peugeot aligne enfin leur 9X8 aux 24 heures du Mans, voiture que vous avez probablement dû voir un petit peu partout et remarquée par le manque d'aileron à l'arrière. D'ailleurs, c'est pas la première fois que chez Peugeot on tente de quelque chose un peu particulier. En 1988, le constructeur français était partenaire d'une écurie qui s'appelait Welter Racing et ils ont fait la WM88. 407 km/h sur les Hunaudières. À l'époque, c'était sans chicane, donc ça aide un peu. Et depuis, ce record de vitesse au Mans tient toujours. Voilà. Parce qu'il y a des chicanes maintenant.
Bon, mais retournons un petit peu en arrière parce que l'aéro, on l'attribue à la Formule 1, c'est en partie vrai, avec des voitures très particulières qu'on ne retrouve pas sur la route, etc. Mais ça a commencé très tôt, l'aérodynamisme en automobile, début 1900 et quelques, donc on avait commencé à faire des prototypes et tout. Mais bref, au Mans, pour les voitures de grand tourisme, sport prototype, etc., on avait un petit peu plus de carrosserie et on voulait bombarder comme jamais dans les Hunaudières. Sauf que tout le monde va se retrouver confronté au même phénomène malgré toute la puissance, qui n'est pas grand-chose à l'époque, comparé à aujourd'hui, toute la puissance qu'on peut mettre dans les moteurs, mais malgré ça, on a ce qu'on appelle la traînée aérodynamique. Alors en 1937, on a un gars qui s'appelle Jean Bugatti, de la famille de la voiture, là, C'était le fils de Ettore, tout simplement. Lui, il engage 2 voitures, des T57G, dont la carrosserie aérodynamique est assez avant-gardiste pour l'époque. Pour rappel, on est encore sur des bagnoles avec des carrosseries plus proches de la, j'allais dire de la calèche coupée que de la voiture d'aujourd'hui. C'est un peu bas de gamme de dire ça, mais tu comprends un peu l'histoire. Là, vraiment, c'est vraiment profilé, quoi. C'est un peu comme dans Aviator, quand il fait sauter les rivets de son avion, là, et qui veut faire des records de vitesse. C'est un peu la même chose, là. Bon, alors, record du tour pulvérisé de 10 secondes. Avoir une carrosserie plutôt bien profilée, bah oui, ça aide sur la ligne droite des Hunaudières. Alors, des histoires d'aéro, il y en a, mais une foultitude au Mans. On va pas toutes les citer, mais alors globalement, si j'en ai 2-3 à retenir, 2-3 dingueries. Ferdinand Porsche, lui, il voulait faire une voiture capable de prendre 550 km/h avec des flaps et des volets réglables et tout. On est en 1937 quand il pense à ça. On a eu des Chaparral en 1967 avec un aileron arrière mobile, un peu façon DRS, si tu préfères. Et puis vous avez aussi la fameuse Porsche 917 hyper profilée ou la Ford GT40. Voilà, des carrosseries bien comme il faut. Il y a des versions longue queue, etc. qui étaient encore plus performantes. Enfin bref, il y a un max de choses à raconter. Mais revenons à cette année 1955 marquée par le tragique accident dont on a parlé en début de vidéo pour se pencher sur les Mercedes 300 SL-R qui avait ni plus ni moins que le capot arrière qui se levait pour faire un aérofrein sur les phases de freinage. Donc ouais, l'aileron qui se braque quand tu freines en supercar, la Bugatti Chiron, Veyron, la Ferrari, McLaren, Senna, machin, tout ça, ça date de 1955. Bref, des voitures profilées qui roulent plus vite, consomment moins, donc ça gagne, ça influence la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui va en bénéficier un petit peu après. Le Mans, c'est une immense vitrine technologique depuis 100 ans qui fait évoluer la voiture pour le confort, pour la sécurité, pour plus d'efficience, pour repousser perpétuellement les limites. Même si on s'en rend pas compte, c'est la course où si vous gagnez le dimanche, avec une innovation que vous promettez pour vos futures voitures, vous les vendrez comme des petits pains le lundi. Et à l'heure où l'industrie de l'automobile fait face à son plus grand défi peut-être, celui de devenir une industrie durable qui fait sens pour la société, les enjeux sont énormes entre hybrides, carburant durable et autres innovations dont on se servira sans trop y prêter attention dans notre quotidien dans quelques années. C'est une compétition qui est absolument essentielle pour continuer d'avancer. Je vous souhaite donc un très bon centenaire des 24 heures du Mans. On se retrouvera lundi pour un débrief de l'épreuve parce que faut bien parler un petit peu du sport en lui-même quand même. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.